Le nombre qui est réuni ce soir et le tombeau de compliments que vous avez fait, vous avez mis un peu la pression, mais je vais essayer de relever un peu le défi et de voir réfléchir avec vous à voix haute sur l'ordre mondial dans lequel nous nous mouvons et les rapports de force qui se déterminent et qui bougent. Juste un petit correctif, alors j'ai arrêté enfin plutôt challenge pour dire vrai, arrêter sa collaboration avec moi parce qu'il préfère traduire en anglais The Economist, donc ça c'est... Mais par contre, si vous voulez, je vous conseille, puisque c'est gratuit, d'aller sur le site de l'IRIS, www.iris-france.org, où vous pourrez avoir non seulement mes analyses, et celles aussi des autres collègues, et c'est assez intéressant pour les relations internationales. Je suis allé faire un tour, je vous le conseille, c'est vraiment très enrichissant, il y a des vidéos, il y a des articles, c'est vraiment hyper bien fait, et je pense que Challenge a fait une erreur gravissime. Bon, voilà. Vous avez parlé de quelques événements historiques dans votre introduction, la crise financière à 1 an d'ici, l'élection d'Obama il y a un peu plus de 10 mois, et il y a maintenant à peine 6 mois, le G20. Et à chaque fois, ces événements ont été présentés comme des événements historiques, et ils ont été présentés par la plupart des médias et la plupart des commentateurs, et cela fait référence également à vos propos, madame, comme des moments clés de l'histoire des relations internationales, comme des moments où plus rien ne serait comme avant, comme des moments où l'humanité serait rentrée dans une phase radicalement nouvelle qui la distinguerait de celle dans laquelle elle était auparavant. Et j'ajouterais, pour faire un peu plus loin dans le temps, mais pas tellement plus loin, le 8 août 2008, puisque là également, le 8 août 2008, donc il y a à peine 1 an et 1 mois, entre la victoire militaire de la Russie sur la Géorgie et l'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin, on a dit que le monde avait changé puisque la Russie et la Chine étaient devenues des grandes puissances. En fait, s'il y a un risque d'inflation, c'est celui des commentaires sur les événements historiques. Il y a un risque inflationniste dans l'économie peut-être, mais il y a une inflation d'événements historiques et en fait, le monde ne change pas si souvent, ou du moins il change chaque jour, puisque demain sera différent d'aujourd'hui, hier n'était pas aujourd'hui, mais les vraies ruptures historiques, les vrais moments clés dans l'histoire des relations internationales où on a vraiment un avant et un après qui se distinguent nettement. On peut dire qu'on n'est plus dans la même phase, on n'est pas dans la continuation et dans la prolongation d'autres choses. C'est aucun de ces événements, pas plus le 11 septembre 2001 d'ailleurs, qui, paraît-il, n'a pas existé, mais même si chacun sait qu'il a existé, n'a quand même pas débouché sur un monde nouveau. Si je reprends les derniers événements, le 8 août 2008, on nous dit, bien voilà, la Chine est devenue une grande puissance, elle va diriger le monde parce que, malgré les appels au boycott, malgré les menaces, en fait, le monde entier est à ses pieds, le monde entier est là, et Pékin réunit autant de chefs d'État et de gouvernement qu'une assemblée générale de l'ONU. Et le même jour, la Russie, qui était habituée à être humiliée stratégiquement, à être bousculée, à être renfrognée sur elle-même, eh bien, donne en quelques heures une leçon militaire, certes un pays qui n'est pas très puissant, la Géorgie, mais qui est quand même équipé militairement par les États-Unis et soutenu stratégiquement par le même pays. Et donc on nous dit que c'est le retour de Moscou sur la scène internationale et que c'est la montée en puissance, l'émergence soudaine de la Chine. Mais ni la Chine ni la Russie ne sont devenues des puissances la nuit du 7 août au 8 août 2008. Si la Chine accueille les Jeux Olympiques, c'est justement parce qu'on lui a accordé 7 ans auparavant. Et que 7 ans auparavant, on savait déjà que la Chine était un grand pays. Et si on accordait des Jeux à la Chine, c'est que déjà, c'était une reconnaissance de cette émergence. Donc l'émergence de la Chine, c'est un mouvement lent qui démarre il y a une trentaine d'années avec la prise de pouvoir par Deng Xiaoping, qui change, qui abandonne les principes maoïstes pour plutôt être rouge qu'expert pour qu'importe qu'un chat soit blanc ou gris pourvu qu'il attrape des souris. Mais c'est un phénomène constant, lent, régulier, et non pas en un jour. Donc ce n'est pas en une nuit que la Chine est devenue une puissance. Et de même, la Russie, si elle tape du poing sur la table, et si elle se fait de nouveau respecter, et très fortement respecter, ça avait commencé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir, donc 99-2000, avec la mise au pas des oligarques, des barons régionaux, le rétablissement de l'économie russe et un redéploiement diplomatique qui se fait plus entendre par rapport à la faiblesse des années Yeltsin. Là non plus, ça ne s'est pas fait en quelques jours. Qu'est-ce que l'on apprend aussi? C'est pour ça, j'étais très sensible à ce que vous avez dit. C'est quoi le métier d'enseignant? C'est quoi le métier de formateur? C'est pas apprendre des choses. C'est apprendre à réfléchir, c'est apprendre à exercer son sens critique et à dire on me dit telle chose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment, par différentes comparaisons, on peut analyser l'événement? Qu'est-ce que l'on nous dit le 15 septembre? Et la mise en perspective des deux
type de commentaire le montre bien. Le 15 septembre, avec la chute de Lehman Brothers, on nous dit que c'en est fini de la puissance américaine, que le dernier clou a été planté dans le cercueil de sa puissance, et que George Bush, déjà empêtré stratégiquement en Afghanistan et en Irak, avec une faillite stratégique, avec une faillite morale incarnée par Guantanamo, Abu Ghraib et d'autres choses encore, eh bien, la faillite financière vient clôturer le bilan de George Bush. Et on nous dit que c'est la fin de la puissance américaine, que de nouveau, les Américains sont en déclin et qu'ils vont finalement disparaître des écrans radars des puissances internationales. En 6 semaines, c'est l'inverse. En 6 semaines, puisque Barack Obama a été élu, grâce d'ailleurs à la crise financière, puisque s'il n'y a pas eu la crise financière, Barack Obama n'est pas élu, et c'est à partir du moment où se déclenche cette crise que les sondages sont constants en faveur d'une victoire d'Obama, alors qu'auparavant c'était très disputé entre lui et son rival McCain. Et donc le 4 novembre, on apprend exactement l'inverse. On apprend que les États-Unis sont de retour, que de nouveau ils vont faire l'admiration du monde, que de nouveau ils vont faire rêver le monde entier, et que de nouveau ils vont se mettre au pilotage des affaires internationales, puisqu'on a élu qui est quelque part entre Jésus-Christ, Mary Poppins et Superman. Et si les États-Unis avaient disparu comme puissance le 15 septembre, ils n'ont pas pu raisonnablement redevenir une très grande puissance le 4 novembre. Il y a un des deux commentaires qui est faux. En fait, les deux étaient faux. Les États-Unis n'ont pas disparu comme puissance le 15 septembre. Ils n'ont pas écarté tous les obstacles de leur route et tous les nuages de leur route le 4 novembre. Et puis, plus récemment, en avril, on nous dit que le monde est devenu multipolaire. Non, le monde n'est pas multipolaire. J'y reviendrai par la suite. Le monde n'est pas multipolaire parce qu'il n'y a pas d'équivalence à la puissance américaine. Mais le monde est en voie de multipolarisation. Et le fait que le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde participent aux affaires mondiales ne s'est pas décrété dans l'urgence d'une crise financière. C'est simplement le constat d'une réalité qui s'impose. Le monde multipolaire était une revendication militante de Jacques Chirac. C'est un constat pragmatique de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas encore une réalité, mais c'est quelque chose qui progresse, mais qui progresse au rythme lent de l'histoire et pas au rythme des manchettes de journaux ou des unes du 20h, parce que l'histoire ne change pas chaque jour et que les vraies ruptures historiques sont rarissimes. Est-ce que le 11 septembre a changé le monde? Non. Si j'avais dû faire une conférence devant vous le 10 septembre 2001, j'aurais fait exactement la même, ou à peu près, enfin, peut-être une adaptation de l'actualité près, mais en tout cas, en termes de rapport de force, de description de rapport de force, j'aurais décrit le monde à peu près de la même façon le 12 septembre que le 10. Parce que même si les États-Unis ont été durement touchés, comme jamais ils ne l'avaient été depuis 1812, date à laquelle ils n'avaient pas la puissance qui était la leur, qui est toujours la leur, en 2001 et aujourd'hui, eh bien, les États-Unis n'ont pas été affaiblis par le 11 septembre. Ils ne sont pas devenus une non-puissance parce qu'ils ont été atteints au cœur de leur puissance commerciale symbolique, le World Trade Center, et au cœur de leur puissance militaire, le Pentagone. Et la place respective du Japon, de la Chine, de l'Europe, de la Russie n'a pas changé. Elle a changé depuis le 11 septembre, mais elle a changé par évolution graduelle. Le 11 septembre n'est en rien une révolution qui nous emmène dans un monde nouveau. Le terrorisme n'a pas été créé le 11 septembre, et les grands problèmes auxquels l'humanité était confrontée le 10 septembre au soir étaient les mêmes le 12 septembre au matin et sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Conflit du Proche-Orient, terrorisme, prolifération, lutte contre le réchauffement climatique, inégalité nord-sud, etc., etc., lutte contre la pandémie de sida, etc., etc. Donc tous ces grands défis n'ont pas changé. La dernière fois que le monde a changé, c'était non pas le 11-9, mais le 9-11. Le 9 novembre 89, dont on va fêter le 20e anniversaire, parce que là, pas tout à fait ce jour-là, mais j'y reviendrai, mais à cette époque-là, le monde change, puisqu'on quitte le monde bipolaire pour entrer dans un monde qui n'est plus bipolaire, qui est pour les uns unipolaire, pour d'autres multipolaire, pour d'autres ni l'un ni l'autre, mais en tous les cas, c'est bien la fin d'un monde bipolaire, parce qu'à partir du moment où le mur de Berlin tombe, eh bien, tous les rapports de force internationaux arrêtent de tourner uniquement ou principalement autour de Moscou et de Washington. Avant 89, de l'Amérique centrale à l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est jusqu'au Proche-Orient, chaque protagoniste dans un conflit avait une adresse